C'est le sport, épisode 9, l'émission du service des sports de la Charente Libre, avec en tête d'affiche aujourd'hui Nicolas Guiraud, Thierry Châtelier. Bonjour messieurs. Bonjour Eric. Et notre invité du jour, Guillaume Ajac. Bonjour. Bonjour Guillaume, manager de l'Union Barbezieux-Jonzac, pensionnaire de Fédéral 1 de rugby qui reçoit Oloron samedi à Barbezieux. C'est le thème de l'interview. Alors Nicolas, l'UBJ a eu la bonne idée d'aller s'imposer à Saint-Médard-en-Jalles le week-end dernier. Une belle opération dans l'optique du maintien. Oui, puisque c'est la première fois de la saison, si je ne me trompe pas Guillaume, que vous n'êtes plus dans la zone rouge de cette Fédéral 1. On va regarder l'essai de la victoire à Saint-Médard, un essai inscrit à la 77e minute par Enzo de Santa Maria et une transformation qui vous donne la victoire par David Edouka. Est-ce que c'est un déclic pour vous, Guillaume, cette première victoire à l'extérieur ? J'espère. En tout cas, elle fait du bien. Elle fait du bien au moral, elle fait du bien au classement. Ça fait un moment qu'on courait après des matchs qui basculent de notre côté. On a fait preuve de pragmatisme et de réalisme sur ce match. C'est ce qui nous manque depuis quelques week-ends. C'est peut-être pas le meilleur match de la saison de l'UBJ, mais en tout cas c'est celui qui a été le plus maîtrisé en termes de stratégie. La preuve, ce dernier essai, on a fait preuve de patience puisque ça part de nombreuses séquences près de la ligne. C'est des actions qu'on n'arrivait pas à finir depuis le début de l'année, et donc ça fait du bien effectivement de revenir avec les 4 points de la victoire. Comment analysez-vous votre début de saison ? Il se dit que vous jouez assez souvent les montagnes russes. Ouais, la saison allait à l'image de ce qu'on savait qu'elle allait être. C'est une montée en Fédéral 1, une première, avec un championnat qui est finalement coupé en deux, avec des historiques de la Fédéral 1 qui trustent les 6 premières places, hormis l'exception de Nantes, et puis le reste du monde qui arrive de Fédéral 2. Nous, dans ce championnat-là, finalement, hormis la défaite à Nantes, on a rabattu tous ceux de Fédéral 2 pour l'instant, et pris un point de bonus à Gujan-Mestras. Maintenant, il faut qu'on arrive à grandir, à continuer d'apprendre et puis à valider surtout des résultats contre ces équipes qui sont plutôt dans le haut du tableau. Alors vous, Eric le disait, vous recevez Oloron samedi 17h45 à Jean Poquet. C'est une équipe qui vous précède au classement, mais qui a 6 points de marge par rapport à vous. Donc vous n'allez pas revenir sur eux directement, mais ça reste quand même, avec derrière, on le sait, la réception à venir avant les fêtes de Gujan, ça reste 2 matchs capitaux pour essayer de s'extraire de cette zone dangereuse. C'est des matchs très importants. Celui de samedi soir, il est effectivement un gros défi pour nous, parce que comme je le disais, c'est même si Oloron aujourd'hui est 8e du classement, je pense que c'est une équipe qui devrait être classée un peu plus haut. Ils ont fait un mauvais début de saison, mais ils se reprennent bien depuis quelques week-ends. C'est des équipes qui sont à l'image de ce qu'on n'a pas réussi à faire nous depuis le début, c'est-à-dire Nafarroa, Pérorade, ces équipes qui sont venues déjà se déplacer à Barbezieux ou Jonzac et qu'on n'arrive pas à battre. Donc pour nous c'est un gros défi. Les joueurs sont concentrés, c'est la dernière occasion avant la trêve de marquer une équipe comme celle-ci. Donc il faut qu'on valide avec une victoire. Alors on a des images à vous montrer, ça va vous rappeler de bons souvenirs. Donc on est au printemps dernier et c'est le match de la montée contre l'Irak avec David Edouka qui vous donne la victoire dans les arrêts de jeu. Ça restera un moment gravé à jamais. Ouais, complètement. Ça fait partie de ce qu'on recherche dans le sport. C'est vivre des émotions comme ça, de partager ça avec, on le voit avec des supporters, avec des jeunes du club, avec les partenaires. C'était une superbe après-midi. En tout cas, à partir de la 88e, elle a été superbe parce que ça a été quand même très stressant. Ouais. Ça a été un parcours qui a été très long. On a bataillé longuement sur ces matchs de Fédéral 2 et puis le système de montée. On est allé le chercher au bout du bout. Donc, mais c'est un super souvenir. C'est des très belles images. Je les ai déjà regardées quelques fois. Le dernier essai, qui fait exploser tout le stade et tout le banc, avec en plus l'incertitude parce qu'on était presque même perdu dans le nombre d'essais, les machins, les trucs. Donc mais en tout cas, c'est un super souvenir et ça restera gravé à jamais pour l'UBJ. Ouais. Cette montée, c'est le fruit d'un travail de longue haleine ? C'est le fruit d'un travail qui a commencé il y a de nombreuses années avec l'Union Barbezieux-Jonzac et les gens qui sont à la genèse de ce projet.
Voilà, après moi me concernant, c'était ma réelle première année avec le club, donc oui, ça a été un an de travail. Mais voilà, c'est un club qui est jeune, mais qui se construit depuis des années. Il y a un très beau travail de fond qui est fait. Nous, on est juste là pour apporter notre pierre à l'édifice, mais voilà, il y a toute la structure qu'il y a derrière, et puis oui, ça récompense tout le club. On essayait de calculer hier, il y a eu 5 ou 6 montées depuis 2013. C'est quand même assez colossal. Ce club, d'ici quelques années, vous le voyez où ? Ouais, je pense que moi, l'objectif, en tout cas, que je me suis fixé avec le président, avec Vincent Audouin, c'est d'arriver à faire jouer ce club et ses joueurs au plus haut niveau amateur possible. Donc aujourd'hui, tout dépend d'où on classe le niveau amateur. Est-ce que c'est la Fédéral 1 ? Est-ce que c'est la Nationale 2 ? Voilà, donc en tout cas, l'objectif, il était déjà d'arriver sur la Fédéral 1 avant qu'il y ait cette refonte d'organisation de championnat. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce national qui s'est mis en place, le National 2. Est-ce qu'à terme, c'est quelque chose qu'il faut objectiver, peut-être aujourd'hui, en tout cas, déjà, il faut rester en Fédéral 1. C'est un gros chantier. C'est pas gagné. Donc, on bataille tous les week-ends pour ça. Donc, voilà, on va dire que chaque jour suffit sa peine, et puis on verra comment les choses évoluent. Mais voilà. Et vous vous inscrivez dans la durée ? À titre perso, oui, c'est moi, je suis au club depuis, je le disais, 1 an officiellement avec un rôle sur l'équipe senior. J'étais arrivé il y a 2 ans, mais en pleine période Covid, pour être un petit peu secondé, on va dire, Vincent Audouin sur le pavé sportif. Donc voilà, moi l'idée c'est de pouvoir continuer effectivement à l'UBJ. De pouvoir aider le club à grandir, à se construire et puis à performer. Donc oui, moi je suis engagé sur le projet, effectivement. Guillaume, on va continuer à parler un petit peu de vous. J'ai eu la chance, privilège de l'âge, de vous voir arriver à Angoulême en 2004. Ça fait déjà presque 20 ans. Qu'est-ce qui reste de toutes ces années au SCA à l'époque ? Des souvenirs. Parce qu'on est vieux et que le temps passe, donc ça fait partie du passé. Moi, j'ai des très beaux souvenirs de mon arrivée en Charente. Déjà, le premier, c'est que j'ai connu ma femme ici et que voilà, je suis resté ici via le fait de m'être marié, d'avoir construit ma vie ici. Et puis après, c'est d'avoir participé à voilà, l'épopée qu'on avait connue à l'époque d'un club qui est un club historique qui était redescendu bien bas. D'avoir d'être allé jusqu'en demi-finale avec des joueurs qui sont restés pour certains des amis, donc voilà, c'était. On en profite pour saluer Steve Nardon qui avait loupé la pénalité de la gagne. Ouais, oui, c'est vrai, il y a pas que lui parce qu'il y a un autre joueur, je crois, qui avait loupé, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais effectivement, bon, c'est vrai que on pourra regretter que cette équipe de Bagnères soit championne de France et pas nous. Mais voilà, non, c'est des très beaux souvenirs d'avoir connu le Stade Chanzy, qui a bien changé aussi, d'avoir vécu voilà cette avancée du SCA de l'époque, et puis moi d'avoir construit ma vie ici. Donc ouais, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Alors après, vous êtes passé par La Rochefoucauld, et puis il y a eu cette aventure avec la sélection belge, 6 saisons, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Ça reste vraiment une belle histoire. Ouais, déjà le passage à La Rochefoucauld aussi, je les salue aussi parce que c'était une période pour moi qui avait été compliquée. Je venais juste d'arrêter de jouer, et c'est vrai que ça m'a relancé rugbystiquement. Ils m'ont permis d'entraîner, de me former, et puis j'ai découvert un rugby amateur que je connaissais pas finalement. Et succéder à François Ratier, c'était pas simple non plus. Oui. Alors c'est la belle histoire de ce club de La Rochefoucauld qui a quand même eu effectivement des entraîneurs nationaux. Ouais. Donc voilà. Après j'ai basculé sur la Belgique, et ça oui c'est un énorme souvenir parce que c'est toucher du doigt du très haut niveau. C'est être aux portes de Coupe du Monde. Voilà, c'est une montée, être dans l'antichambre du 6 Nations. Donc c'est sûr que pour moi c'était des moments exceptionnels, et puis en plus avec des joueurs très attachants et très très engagés pour leur nation. Voilà, avec peu de moyens, mais voilà des excellents souvenirs, et puis ouais des joueurs que j'ai plaisir à revoir, et pour certains qui ont rejoint l'UBJ d'ailleurs. Oui, puisque on allait le souligner, le lien il reste étroit.
Florian Piron, votre adjoint, vous l'avez entraîné, je crois, en tant que joueur. Vous avez des joueurs belges, des 2 talonneurs, Alexis Cuffolo et Paul Buch. C'est important de conserver ce lien avec la Belgique. C'est des joueurs avec qui, il s'est passé quelque chose. Le fait d'être une petite fédération et d'être une nation, on va dire mineure du rugby, fait que on avait su créer ces liens et ce relationnel entre nous, staff et joueurs. Donc c'est vrai qu'on a, c'est ce qui nous a fait exister aussi, la Belgique. Donc c'est sûr que moi, quand je me suis engagé sur l'UBJ, j'ai pensé tout de suite à certains noms pour venir, que ce soit entraîner ou jouer. Alexis Cuffolo, Julien Berger, qui étaient des cadres de mon équipe à l'époque. Et puis Florian également. Et puis Florian Piron, qui avait décidé de se lancer dans l'entraînement. Donc moi, étant à la recherche de staff sur l'UBJ, c'était l'occasion pour lui et pour moi de renforcer tout ça et puis lui de le faire grandir sur l'entraînement. Donc voilà. Mais ouais, la Belgique, ça reste une très très belle période de ma vie sportive et humaine. Ouais. Et votre père Yves a longtemps été DTN adjoint. Est-ce que c'est un modèle pour vous ? Bien sûr, moi j'ai commencé le rugby à 4-5 ans parce que je suivais mon père qui jouait, je l'ai ensuite suivi quand il entraînait, donc ça reste une référence sur l'entraînement pour moi. Après c'est toujours agréable aussi de parler rugby avec lui, d'obtenir ses conseils, et puis même si aujourd'hui il a passé l'âge de travailler pour la fédération, il continue à s'investir aussi sur le territoire. Donc il a rejoint le SA15, je crois, l'association. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est très bien, moi je trouve, pour lui, c'est très bien pour le rugby charentais aussi d'avoir des gens qui s'investissent comme c'est le cas pour mon père. Et puis oui, pour moi ça reste un modèle sur l'entraînement. Ouais. Et puis il y a aussi votre sœur Maude qui a travaillé au comité Charente. On a une petite vidéo à vous montrer qu'elle avait faite à l'époque avec Jérôme Porical. Ah oui. Ouais. Pas facile, la sœur. Ah ouais, elle a toujours été. Elle s'est lancée tard dans le rugby, mais elle s'est vraiment beaucoup investie. Elle avait été l'initiative aussi de la mise en place de l'équipe féminine des Rapiettes à Rouillac. Ouais, exact. Et puis ensuite, elle est partie à plus haut niveau à Bordeaux et puis au Stade Français. Mais elle s'est vraiment trouvée dans ce sport assez tardivement, puisque du coup, c'est vrai qu'elle a commencé, comme je le disais, tard. Mais oui, on a une famille qui est très axée rugby. Ouais. Oui, ça pue le rugby chez les Ajax. Alors, on va terminer par un petit jeu, si vous le voulez bien. Un petit quiz. Alors, je vous avoue, il est difficile, hein, mais on va essayer de vous aider. On va faire un petit quiz sur les expressions belges. La première, je sais pas si vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis, ça va peut-être vous aider pour la première. Est-ce que, donc c'est plutôt facile pour débuter, Hildrache, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ouais, il pleut, ça. Voilà, facile, il pleut fort. Il pleut, mais il pleut toujours fort en Belgique. Hein. Faire un à fond, ça vous parle? Faire un à fond? Non, ça Non, vous calez? Ouais, je cale là. Bon, ça veut dire boire cul sec. Ah ouais. Est-ce que les joueurs, ils sont bons dans cet exercice à l'UBJ? Ils sont bons à l'UBJ. Ils étaient très très bons en Belgique. Ça dépend ce qu'ils mettent dedans au final. Hein. Je trouve qu'à l'UBJ, ils sont meilleurs avec le cognac quand même. Et en Belgique, c'était plus pétillant puisque c'était de la bière, mais voilà, plus mousseux, on va dire. Alors, difficile encore, être en rote. Il va falloir que je revoie mon belge deuxième langue. Parce que là, alors, c'est être en colère, de très mauvaise humeur. Est-ce que ça vous arrive souvent auprès de vos joueurs? Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Après, l'avantage qu'on a aujourd'hui à l'UBJ, c'est qu'on a un staff très, très étoffé, donc chacun a son rôle déterminé. Et c'est vrai que les coups de gueule à l'ancienne, un petit peu, ça se fait moins quand même. Autre expression, avoir la clope. Avoir la clope. C'est avoir peur, la trouille. Ah ouais. Vous êtes du genre un peu trouillard ou pas du tout? C'est pas le genre de la maison? Non, j'ai pas je pense pas avoir peur au niveau des enjeux ou de la pression. Après, je suis très superstitieux par contre. Ah ouais? Ouais. Mais bon, ça c'est beaucoup de sportifs. Un exemple? Ouais,
Ça va loin, hein, mais le même caleçon tous les dimanches. Non, mais ça peut. Ça quand je jouais, oui. Mais voilà, ça va être sur certains rituels, on va dire, d'avant-match. Voilà, certaines choses que je vais faire ou pas. Voilà, puis j'accorde des petits détails. Être le 9e présent à l'émission, ça me plaît. Le chiffre 9, ça m'a toujours plutôt réussi. Donc voilà, c'est des détails, j'aime bien. Voilà, des rituels, on va dire. Et on termine par faire le bob. Faire le bob, c'est pas faire le beau, ça, ou être un peu fier, non? Non, c'est être le capitaine de soirée, le fameux Sam. Alors celui qui boit et qui ne boit pas. C'est le Sam de chez nous, le bob, non. Est-ce que, en tant que manager, vous êtes plutôt Giroud, aller chercher les joueurs en discothèque, ou être le premier à monter sur la table? Non, j'ai abandonné le fait de chercher à les récupérer parce que je pense que ça c'est ingérable, surtout vu les gabarits qu'on peut avoir. Non, après, je pense que, en tout cas, ils sont responsables. Et puis, il y a certaines choses de la vie d'un groupe qui leur appartiennent. Voilà, bon, je préfère me mettre en retrait de ça et les laisser faire. Après, boire une bière avec eux pour fêter un grand événement, oui, ou une belle vie réussite. Mais après, je les laisse se gérer. Merci Guillaume. Merci Nicolas, Thierry. On enchaîne avec la deuxième séquence de cette émission, l'événement. L'événement, c'est bien évidemment la Coupe du Monde de football au Qatar pour encore une dizaine de jours. Doha, où nous retrouvons notre envoyé spécial depuis maintenant 3 semaines, Kevin Kabioche. Bonjour Kevin. Bonjour. Wa salam alaikum plutôt. Alors Kevin, sous le soleil de Doha, alors que nous grelottons en Charente, Vénard, l'équipe de France a rendez-vous samedi 20h avec l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Tout le monde se pose la même question depuis 2 jours. Comment va Kylian Mbappé? Il va bien, ils sont entraînés normalement hier, c'était à huis clos, mais d'après les infos qui sont sorties, ils sont entraînés normalement. Il n'y avait pas trop d'inquiétude de toute façon, même si les Anglais ont essayé d'en profiter dans les médias, mais il n'y a pas du tout d'inquiétude, il tiendra sa place samedi. Bon, Kylian Mbappé, c'est évidemment une des clés du match, mais c'est pas la seule. Non, c'est sûr que c'est la clé du match, vu ce qu'il a fait en 8e de finale. Après, il y a des clés du match dans tous les secteurs du jeu. C'est quand même 2 équipes qui se ressemblent un petit peu, avec des sélectionneurs qui sont plutôt portés sur la défensive. Mais les armes les plus fortes des 2 équipes, c'est l'attaque, que ce soit côté français ou côté anglais. Donc ça met un match assez équilibré. Des transitions très très rapides sur ce qu'on a vu. Hein. Ouais, côté français et côté anglais, avec du talent individuel devant, et puis une équipe qui essaye d'être bien rigoureuse en défense. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut craindre justement en particulier chez ces Anglais? Moi j'aime beaucoup leur ailier gauche Phil Foden, qui était remplaçant depuis sur les 2 premiers matchs. Toute l'Angleterre demandait à ce qu'il soit titulaire. Gareth Southgate l'a mis titulaire sur le 3e match. Il a été très bon en 8e de finale et il sera sur le côté de Jules Koundé, qui est un petit peu le point faible de l'équipe de France depuis le début. Donc ça peut être peut-être la clé du match sur ce match, et à droite de l'autre côté aussi avec Bukayo Saka qui va très vite. Même si Théo Hernandez va lui aussi assez vite, faudra quand même se méfier des transitions et des contres anglais sur ce côté. Bon, rendez-vous pour ce quart de finale samedi à 20h. Kevin, vous êtes allé à la rencontre des supporters anglais cette semaine à Doha, c'était sympa? Ouais, il a fallu un petit peu mener l'enquête parce que c'est vrai qu'ils sont assez nombreux dans les stades. Ils étaient 7000 pour le 8e de finale. C'est plus de 2 fois le nombre de Français qu'on voit depuis le début, qui sont environ 3000 à chaque fois. Et pourtant, on les voit assez peu dans les rues, ce qui est inhabituel. D'habitude, dans les grandes compétitions, on les voit partout. Ils chantent, ils sont très joyeux, très démonstratifs. Bon, l'anglais, il voit le soleil quand même, Kevin. Il craint le soleil et puis il aime bien boire un coup, et à Doha, c'est pas évident. Donc pour les trouver, il faut aller dans les endroits qui servent de l'alcool, et on les trouve. Ils sont confiants, ils craignent Mbappé, c'est un sujet qui revient. Ouais, ils craignent Mbappé, ils sont confiants, oui et non, parce que c'est un peu comme la France, je pense. C'est une équipe qui est un peu capable de tout, même si année après année, compétition après compétition, ils s'améliorent, et c'est plus le running gag de l'équipe d'Angleterre qui s'effondre lors des phases finales comme il y a quelques temps. Bon. Avant ce France-Angleterre, il y a les 3 premiers quarts de finale. Ça démarre vendredi après-midi avec Brésil-Croatie. On va vous demander un petit pronostic, Kevin, sur les 3 autres matchs. Donc Brésil-Croatie, vendredi 16h.
Le Brésil, je les ai vus au dernier match, c'était quand même assez exceptionnel en première mi-temps, donc je les vois s'imposer, on va dire 3-0. Bon, vendredi 20h, Argentine-Pays-Bas, là un grand classique de la Coupe du Monde. Ouais, ça, je pense que ça va être beaucoup plus serré. Les Pays-Bas, c'est très costaud depuis le début. L'Argentine réalise aussi un bon tournoi. Je vois bien un match très serré, on va dire un partout, et l'Argentine au tir au but. Bon, d'accord. Et on finit avec samedi 16h, le Maroc, la belle surprise de ces quarts de finale face au Portugal. Ouais, le Maroc qui sera soutenu par tout un stade. Il y a énormément de Marocains ici. Et en plus, ils ont tout le soutien de toute l'Afrique, de tout le monde arabe et du Qatar. Mais je pense qu'ils ont quand même laissé pas mal d'énergie sur leur victoire lors du huitième de finale. Donc, je pense que ça va être compliqué pour eux. Ils ont pas mal de blessés. Peut-être une défaite, allez, 2-0. Bon, vous prenez le risque, Kevin. Prenez vos responsabilités. En tout cas, on vous retrouve tous les jours dans les colonnes et sur le site de Charente Libre, et également sur Instagram, où votre numéro de petit reporter, le Rouletabille charentais, a beaucoup de fans. Et puis, bonne journée à Doha, bonne continuation, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et merci, au revoir. Guillaume, l'ancien buteur que vous êtes, s'intéresse à ce sport de manchot ? Ouais, j'aime bien le football. Ouais. Je trouve, déjà, je trouve que c'est agréable à regarder. En plus, on a une génération depuis quelques années de joueurs français qui performent quand même, donc c'est plutôt bien. Et puis, la Coupe du Monde, ça reste un énorme événement. Donc. Et samedi, vous jouez à 17h45, il y a France-Angleterre à 20h. Ça va pas falloir traîner sous la douche. On a déjà loupé le France-Pologne. Ouais. Donc c'est vrai que là, va falloir qu'on accélère pour regarder. Mais bon, il y a une priorité quand même au match de l'UBJ. Ouais. Mais après, il y a la télé au Clubhouse pour la soirée. C'est ça, exactement. Bon, on enchaîne avec la séquence suivante de l'émission, l'équipe du week-end. Jingle. Thierry, quelles sont les stars du week-end sur les terrains des championnats D1 et D2 de Charente ? Alors cette semaine, l'équipe de la semaine est à 3-5-2. Dans ce qu'on peut noter, il y a notamment la performance du duo de buteurs Chantreau-Ziegler, 7 buts à eux deux. Un quadruplé pour Charles Ziegler avec les sacs, qui a fait tomber le leader Saint-Michel en D1. Ils ont gagné 5-1. Et un triplé pour Mathieu Chantreau avec Brie, vainqueur de Merpin 4-0 en D1 aussi. On peut noter aussi l'entrée à 17 ans du défenseur de l'Alliance 3B, Mario Baudrier, avec l'Alliance 3B. Et mais malgré tout, il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe contre la Couronne. Enfin, un plus âgé, pour pas dire un vétéran, Didier Ben Slimane, deuxième étoile et deuxième présence dans l'équipe type avec Siroy B, et qui est le nouveau leader de la poulaille, et il a en plus marqué avec Siroy B. Et quand il joue pas avec Siroy, il est entraîneur de l'équipe première en Régional 2. Voilà. Au classement général, c'est toujours Guillaume Licoine de Montbron qui fait la course en tête avec 5 étoiles, suivi de 4 joueurs à 4 étoiles, Nathan Traoré Aigre, Mohamed Kanté Saint-Brice, Paul Hézard Nersac et Arnaud Cousin de Saint-Michel. Voilà, et un petit merci à Christian Herlin qui tient les comptes à jour de l'équipe de la semaine. Merci Thierry. On passe à l'instant rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne. Trois vidéos en lice cet week-end dans la crème de la crème, lundi sur le site de Charente Libre, et la palme de la semaine pour un but de Aigre à Fléac en D3 départemental. Magnéto, Johan. Allez, Kéké. Et on entend la journée Une jolie lunette de 25 mètres. D'autant plus méritoire parce que le terrain n'était pas facile. On va la revoir, Johan. Allez, Kéké. Et on entend la journée Ça a dû lui coûter l'apéro au Clubhouse, je pense, cette affaire. Ça lui coûtera cette semaine aussi, donc, puisqu'il est lauréat. Et le lauréat est Angélique Vrignot, donc de Fléac, qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Allez, on enchaîne et on termine avec l'agenda du week-end. Jingle.
Alors le week-end, il va commencer vendredi soir avec un déplacement du SA15 à Biarritz. Coton voyage pour les Angoumoisins chez le deuxième après avoir perdu à la maison contre le leader Oyonnax la semaine dernière. Les Angoumoisins qui boucleront donc cette phase aller avec ce déplacement à Biarritz puis Montauban la semaine prochaine. Objectif de Vincent Etcheto cette semaine en conférence de presse. Si on prend 2 points, ce sera pas mal. On enchaîne, Thierry. Alors vendredi soir, la CFC se déplace sur la pelouse de Bourges. Voilà, sans victoire depuis 3 journées. Les Angoumoisins 8e espèrent enfin briller chez le 9e. Après samedi après-midi, nouveau match compliqué pour l'ASJ Soyaux face au 3e qui est le Paris FC. L'ASJ n'a plus goûté à la victoire depuis 9 matchs. Et enfin en hand en National 1, gros match pour l'ACH qui reçoit le leader Mios Biganos. L'ACH est 4e et Mios Biganos n'a jamais perdu de la saison. L'Aljoël a peut-être une chance de remporter enfin un premier match puisque les Cognacaises dernières visitent l'équipe qui est juste devant elle, Bruguère. Et on termine avec du rugby. Outre l'UBJ samedi, il y a l'UCS, Nicolas, qui joue. Ouais, l'UCS qui va à Albi dans un contexte particulier. Il y avait déjà des difficultés sportives. On sait qu'ils n'ont toujours pas remporté la moindre victoire. Maintenant, il y a des ennuis extrasportifs avec un joueur qui a été placé en coma artificiel dimanche soir. C'est le pilier Michael Igonet. C'est très dur en ce moment pour le club et on a demandé, il a bien voulu nous répondre à Clément Pro d'évoquer ce qui se passe en ce moment au club. On a un surplus de motivation naturelle qui va nous accompagner pendant quelques semaines et on se doit de rien lâcher. En plus à Albi, là où tout a commencé pour Mika, il a connu que 2 clubs, enfin 3 parce qu'il est arrivé d'Albi à 22 ans et il est arrivé à Saint-Jean-d'Angély et il a connu l'UCS. Donc moi je mets les deux dans le même sac. On va dire qu'il a connu que 2 clubs et Albi c'était son premier, donc on va se rapprocher de lui et puis on va au moins y mettre tout notre cœur pour au moins pour lui et puis on verra le résultat. Ouais, puisque ironie du sort, c'est donc à Albi, là où est hospitalisé Michael, que se déplace l'Union. Ce sera compliqué. Guillaume, est-ce que la santé de vos joueurs, ces commotions cérébrales qui font l'actualité en ce moment, c'est un sujet sur lequel vous faites très très attention? Ouais, bien sûr, la santé des joueurs c'est primordial effectivement. Le rugby est un sport de combat, de contact, donc malheureusement on est amené à avoir ce genre de situation et de plus en plus avec la violence et la vitesse surtout des chocs. Voilà, donc effectivement pour l'UCS et pour ce joueur c'est très compliqué. Je lui souhaite évidemment d'aller très vite mieux et puis de pouvoir revenir à une vie normale rapidement, mais c'est sûr que je savais pas qu'il était d'Albi et bon, c'est vrai que le calendrier est parfois un petit peu bizarre, mais c'est la vie, ouais. Puisqu'on parle de rugby et de cognac, impossible de boucler cette émission sans saluer la mémoire de Pierre Barboteau qui nous a quittés la semaine dernière. Pierre, joueur légendaire de l'US Cognac, du SC Angoulême, ancien entraîneur-manager de l'USC, avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler pendant des années. Voilà, donc on voulait le saluer. Cette émission est terminée. Merci Thierry, merci Nicolas, merci Guillaume d'avoir été notre invité. Merci à Virginie, à Jean-François et Johan aux manettes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.